sur le chemin, et bien vous voyez ce petit bout de femme rayonnement qui s'appelle Albine et qui est là parmi nous ce soir. Alors on était sur le chemin de la Moida, on rencontre Albine, et de fil en aiguille, on sympathise, et on s'est rendu compte qu'elle portait un projet, dont elle va vous parler ce soir, d'accompagner les femmes sur le chemin de Saint-Jacques, mais ce projet, il était un peu flou, et on lui a proposé de faire notre session Auteur de sa vie, acteur dans le monde à l'automne, et c'est là où vraiment elle nous racontera, c'est cristalliser, nouer ce projet, et ça a été un booster pour l'aider à finalement prendre des décisions, et pas rester dans un entre-deux, un désir, mais de passer du rêve à la réalité. Et on s'est dit, en fait, on a plein de choses en commun avec Albine, on a un ADN. Alors c'est quoi cet ADN? C'est cette phrase d'Aristote qui nous porte, là où vos talents et les besoins du monde se rencontrent, là se trouve votre vocation. C'est-à-dire faire rencontrer ce que l'on porte en soi avec des attentes du monde, et Albine, bien sûr, répond à ces besoins de personnes qui veulent se ressourcer, qui veulent aussi retrouver du sens à leur vie, et avec son talent à elle, qui est justement de les aider à devenir à elles-mêmes, pour les femmes, et c'est sa vocation, sa mission aujourd'hui, d'accompagner les femmes sur le chemin. Et nous, dans notre travail d'accompagnement, c'est rigolo, on s'est rendu compte avec Albine qu'en fait, on utilisait la thématique de l'aventure et la thématique du voyage, puisque avec les bénéficiaires de bilan de compétences ou de personnes en coaching, on va d'abord parler de la boussole, parce que pour pouvoir trouver un nouveau chemin, il faut d'abord connaître quel est son centre, qu'est-ce qui m'anime, quel est mon or, qu'est-ce qui fait sens, mes valeurs, ma personnalité. Donc on va partir avec cette boussole en introspection, et le chemin, c'est aussi un chemin d'introspection. Puis quand on part sur le chemin de Saint-Jacques, on utilise une carte, la carte du monde, et nous on va aussi utiliser la carte du champ des possibles. Qu'est-ce que je pourrais faire demain comme métier? Et dans cette carte, il y a bien sûr les rencontres, parce que si on pense à un métier, rien ne vaut que de rencontrer des personnes qui font ce métier-là. Et sur le chemin, ce ne sont que des belles rencontres, et tu vas nous donner quelques priorités ce soir, c'est-à-dire c'est des rencontres qui sont souvent dans l'être et non pas dans le faire, et souvent c'est ça qui manque dans notre société, la gratuité, la profondeur. Et puis quand on avance sur un chemin de reconversion professionnelle, on réfléchit à qu'est-ce que j'ai dans ma besace, dans mon sac à dos, les talents, les ressources, les savoirs, savoir-être, savoir-faire, et c'est toute cette ressource-là qu'on emporte aussi sur le chemin pour contacter qui on est et voir qu'est-ce que je pourrais apporter demain pour le monde, parce que le chemin, il est en vue d'une fécondité pour les autres. Et enfin, le carnet de route, c'est un petit peu finalement les étapes que l'on franchit pour avancer vers la nouvelle destination. Et c'est vrai que souvent ce carnet, il est jonché de plein de réflexions qui sont très importantes, toujours en convoquant le corps, l'âme et l'esprit. C'est-à-dire de ne pas réfléchir qu'avec le mental, on essaie dans nos accompagnements aussi de provoquer l'intériorité, qu'est-ce que dit mon être profond, mes ressentis, je suis à l'écoute de moi-même, et aussi je peux convoquer la spiritualité, et le chemin de Saint-Jacques, c'est un chemin pour certains qui a une dimension spirituelle, et aussi, tu nous en parleras, et on disait, on s'est rencontrés le 15 août, fête de l'année. Voilà, donc oser devenir auteur de sa vie, acteur dans le monde, c'est un peu ce qu'on cherche à faire dans nos accompagnements, et c'est ce que Albine va essayer de nous présenter. Et du coup, je vais laisser peut-être la main à Pierre pour maintenant avancer avec Albine sur son témoignage. Moi, je viens de Montpellier, à côté de Montpellier. Merci de m'accueillir, merci d'être aussi nombreux ce soir. Ça me touche énormément. En plus, je suis à côté d'un lieu qui m'a profondément marqué, l'Escar. Je suis passée le jour de la fête Dieu, la fête des Pères, qui est un moment magnifique. Donc ça me touche d'autant plus d'être parmi vous ce soir. Merci d'être là. Alors, on a plein de questions à poser, qui sont bien. On va commencer chronologiquement un peu ton histoire d'avant le chemin. Tu n'es pas né le jour où tu as mis le premier pied sur le chemin. Donc, sans rentrer forcément dans tous les détails, mais au moins, voilà, quelle était ta vie d'avant. Et je crois qu'il y a déjà eu un peu des changements, parce qu'il y a eu notamment une reconversion. Voilà. Donc, pour vous expliquer, donc, je suis de la région de Montpellier, originaire du nord de la France, maman de 2 enfants, donc déjà, comme malheureusement beaucoup de gens dans la vie, un divorce, les enfants qui quittent le nid. Donc déjà des piliers importants de la vie qui
s'enlève. Et le dernier que j'avais vraiment de construit et de solide dans ma vie, c'était mon travail. J'étais assistante dentaire, passionnée par ce métier, dans cette dimension d'empathie, d'être là pour les autres. Et au fur et à mesure des années, donc quand même une envie de donner encore plus dans mon métier. Donc je fais une formation en hypnose. Et là, ça déplaît à mon praticien. Le Covid arrive, donc plein d'événements qui vont en fait gâcher notre relation, nos rapports, jusqu'à arriver à ce jour de mars 2022 où il m'annonce violemment qu'on va faire une rupture conventionnelle et que le dernier pilier de ma vie vient de s'écrouler d'un coup. Et là, c'est simple, la seule impression que j'ai eue ce jour-là, c'est de tomber dans le vide. Et c'était une chute permanente où là, je me suis retrouvée face à toutes mes peurs. Il n'y avait plus rien de solide. Et je tombais. Je ne savais pas jusqu'où ça allait venir. Et à ce moment-là, en fait, j'ai appelé ma petite sœur en panique. Elle me dit, écoute, accepte cette rupture conventionnelle, tu verras, ça ne peut que t'apporter quelque chose. Tu verras, voilà, accepte et tu verras ce qui se passe. Et effectivement, quelques jours après avoir accepté, dans cette chute permanente, en fait, cette impression de tomber dans le vide, eh bien, quelque chose est venu me chercher. C'était un vieux rêve d'enfance. Je rêvais de faire le chemin de Saint-Jacques. Et là, d'un coup, il est revenu à mon souvenir. Et je me suis dit, c'est le moment. C'est là, il y a une fenêtre dans ma vie. Et ça va être ce moment-là que je choisis pour partir sur le chemin. Donc, je suis partie avec un état d'esprit assez perturbé parce que dans ma vie, je m'étais toujours mis des défis. Donc, j'avais commencé à courir, j'ai fait des marathons. J'ai commencé à faire du vélo, je suis allée faire des triathlons. Le premier vélo que j'ai eu, je suis partie faire le Ventoux au bout de 2 semaines. Donc, je me suis toujours mis des trucs de dingue dans la tête. Et là, pour une fois, je me suis dit, ok, je pars sur le chemin de Saint-Jacques, mais je ne me dis pas que je vais à Santiago. En fait, je partais sur le chemin pour me trouver. Donc, j'ai même rassuré mes proches, parce que autant vous dire que quand j'ai annoncé que je partais toute seule sur le chemin de Saint-Jacques, le soutien n'a pas été collectif, bien au contraire. Donc, je les ai rassurés en disant, mais attendez, le temps, dans 48 heures, je suis là, je me suis retrouvée et tout va bien. Donc, voilà. L'expérience a duré 2 mois, a fait 1600 km et ça a été une renaissance. Tu disais, je ne suis pas née là, mais j'ai rené, je ne sais pas comment vous dire ça, mais je suis revenue à la vie, en fait, sur ce chemin de Saint-Jacques. Alors, tu as traversé donc les épreuves avant. Oui. Certains, dans ces moments-là, se sont accompagnés psychologiquement, voire un astrologue, je ne sais pas. On en a eu dans la salle, je ne sais pas ça au hasard. Toi, tu choisis le chemin de Saint-Jacques. Voilà, qu'est-ce que ça représente pour toi? Vraiment, à ce moment-là, le chemin de Saint-Jacques, c'est... Donc moi, c'était vraiment... Donc j'avais connu, en fait, quelques années auparavant, dans ma patientèle sur le cabinet dentaire, un homme qui m'a beaucoup marqué, qui est mon papa du chemin, Roger Lyon, que j'avais vu se transformer, en fait, sur le chemin. Il était parti au moment de la retraite, justement, où lui n'avait plus de sens du tout dans sa vie, et je l'ai vu revenir totalement transformé. Ça m'avait vraiment marqué. Et il a d'ailleurs après fait tous les autres chemins du chemin de Saint-Jacques, tellement ça l'avait marqué, il s'était fait tatouer. Donc pour vous dire, c'était vraiment... Et je m'étais toujours dit, le jour où je pars, c'est lui qui m'aidera, c'est lui qui me portera. Donc il y avait cet aspect-là. Donc je savais que j'avais quand même un mentor qui était là et qui pouvait me guider. Et puis il y a eu ma foi, qui m'a aussi ramenée en fait sur ce chemin. Je me sens très proche de lui, ce sont mes convictions. Et tous les jours, elle m'a porté, tous les jours, ce chemin m'a porté. Et ça a vraiment construit en fait une foi, mais qui n'est pas celle que je veux en fait vous faire saisir, c'est que ce n'est pas forcément la foi catholique ou je ne sais quoi, il n'y a pas de conviction, mais c'est la foi en la vie. C'est la foi que quand on pose le pied, même si on a l'impression de le poser dans le vide, le sol apparaît, exactement comme dans Indiana Jones, et il faut vraiment aller vers ça. C'est oser poser le pied dans le vide si le besoin s'en fait sentir, et vous verrez qu'à chaque fois, le sol apparaît, même si ça fait peur. Alors, je reviens peut-être à une dimension plus matérielle, mais je commence par tes derniers jours avant ton départ, comment tu te prépares vraiment à ce passage? Alors là aussi, ça c'est un des grands mystères et des grands miracles. Je n'ai pas préparé grand-chose, strictement rien d'ailleurs. Donc j'ai juste fait mon sac une semaine avant parce que je suis allée voir Roger qui m'a
donner 2-3 infos. Et puis je me suis dit, bon, finalement, le sac, le poids du sac, c'est le poids de nos peurs. Donc j'ai essayé de me délester un maximum de mes peurs, de faire le sac le plus léger possible. Après, il y a un tas de choses, il y a le Miam Miam Dodo, enfin il y a des bouquins qui sont faits pour, il y a des applications aussi qui existent. Et puis je suis partie confiante, et vraiment c'est un chemin sur lequel on peut partir même comme ça, pas forcément préparé, parce qu'il y a une bienveillance en fait sur le chemin, et partout, que ce soit auprès des hôteliers, que ce soit auprès des pèlerins qu'on peut rencontrer, Thierry qui est là, on n'est jamais seul sur le chemin. Même quand on a ce besoin de solitude qui était le mien, je suis vraiment partie dans cette idée de marcher seul, d'être seul. Je ne voulais pas marcher avec d'autres personnes, mais on n'est jamais seul. Il y a vraiment une bienveillance qui est là en permanence. Il n'empêche que tu pars Oui, seul. je pars seul. Sans personne à découvrir au personne. départ. Et du coup, comment tu te ressens là dans les premiers jours? Alors voilà, en fait, les premiers jours et pendant très longtemps, en fait, c'est aussi cette étape de faire face à soi-même, de faire face à son mental qui est là en permanence, en train de nous rappeler. Donc à la fois on écoute son cœur qui nous dit d'avancer, et puis il y a ce mental qui est là tous les jours, qui nous met le doute tous les jours. Et tous les jours, il faut faire face en fait à nos propres doutes, à nos propres peurs. Et c'est aussi ça qui crée la transformation, c'est que pour une fois sur le chemin, on n'a rien pour essayer de contourner les choses, on est obligé de les affronter. Donc on les traverse, et c'est en les traversant qu'on transcende les choses. Donc effectivement, chaque jour c'est une remise en question, chaque jour est un nouveau jour, chaque jour on traverse ses peurs, on traverse ses doutes, mais c'est justement au fur et à mesure de les traverser qu'on les transcende et puis qu'on avance avec foi et bonheur. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur le déroulement de ce chemin? Parce qu'il est long quand même, c'est 2 mois. Tu as relevé qu'il y avait des grandes étapes finalement, des passages, Oui, voilà, phases. déjà les phases en tout cas qui ont été les miennes dans ce chemin. Donc, déjà globalement, je pars avec, je dois bien l'avouer, pas un très grand amour pour les hommes quand je suis partie. Désolée messieurs, mais j'étais un peu fâchée avec les messieurs. Donc cette réelle volonté de marcher seul, d'être seul, d'être en introspection. Et puis petit à petit, en fait, on passe les étapes les unes après les autres. Donc effectivement, pour moi, ça a été toute cette traversée de la France qui s'est faite dans la solitude. Et puis cette arrivée en Espagne où là, on tombe dans une autre phase, où là, ça va être, il y a beaucoup plus de monde, il y a beaucoup plus de rencontres, il y a beaucoup plus d'ouverture. Là, on rencontre le monde entier. Il y a des gens qui viennent de partout, il y a des Coréens, des Australiens, c'est extraordinaire. Et là, on tombe dans autre chose, vraiment le rapport à l'autre. Et là, on se transforme encore plus profondément. Donc il y a vraiment tout un déroulé au fur et à mesure du chemin jusqu'à tomber nez à nez avec la plus belle rencontre qu'on peut faire, c'est souvent. Donc ça arrive, c'est arrivé à 1450 km de mon départ. Il y en a d'autres, c'est avant, il y en a d'autres, c'est jamais, et c'est pas un problème. Mais en tout cas, voilà, moi, j'ai vraiment pu me retrouver sur ce chemin. Donc c'est pas sans passer par des difficultés, tu disais, tu confrontais la réalité. Est-ce que tu peux nous en évoquer un petit peu ces difficultés du chemin, du quotidien? Oui, donc les difficultés du chemin, voilà. Ça, c'en est un exemple formidable, mais en même temps, c'est une difficulté qui vous amène à un cadeau extraordinaire. Je suis une bonne marcheuse, je connais les règles de la randonnée, et malgré tout, en arrivant en Galice, il y avait une dernière grosse descente. Il faisait à peu près 45 degrés, donc j'ai eu la bonne idée d'aller desserrer les chaussures, parce que j'avais les pieds qui étaient un peu trop serrés dans les chaussures. Erreur à pas commettre, donc le pied glisse dans la chaussure, et là, moi qui n'avais pas pris d'ampoule pendant plus de 1400 km, je me retrouve avec les pieds remplis tout le tour, c'était que des ampoules, ça saignait, donc obligé de sortir les pieds des chaussures, marcher sur les contreforts. Donc je suis arrivée le soir dans la première auberge que j'ai trouvée était la bonne, je rentre là-dedans à 90 degrés, les pieds en sang, et surtout totalement démoralisée parce que je ne m'étais jamais arrêtée, j'avais jamais pris un jour de repos pendant mon chemin. Pour moi, c'était même pas envisageable de me reposer. Donc pour moi, le chemin était fini. J'étais à 150 km de Santiago, mais c'était terminé. Et j'ai accepté ça, en fait. Je me suis dit, bah tant pis, j'ai commis une erreur de trop, j'ai pas écouté mon corps, j'ai pas écouté finalement mon savoir.
Et ok, j'accepte, et puis c'est la fin. Donc j'arrive dans ce gîte en acceptant cet état de fait. Et là, j'avais déjà rencontré mes compères italiens et irlandais. L'italien descend l'étage en rigolant, et il me dit, Albi, alors avec un grand sourire, alors moi j'avais pas du tout envie de sourire, je peux vous dire, et il me dit, monte à l'étage, il y a une surprise pour toi. Je me demande bien ce jour-là quelle surprise il peut y avoir pour moi. Donc je monte à l'étage de ce gîte que j'avais choisi complètement par hasard. Et là, le chemin m'avait fait un très beau cadeau parce que ce jour-là, dans ce gîte, étaient présents des étudiants podologues et des étudiants kinés. Et donc, ils m'ont soigné les pieds, ils m'ont remis droite, et dès le lendemain matin, je reprenais le chemin. Et c'est des expériences comme ça chaque jour, chaque instant. C'est que des cadeaux, en fait. Et c'est vraiment ce qui donne un vrai sens à la vie, c'est qu'elle nous apprend que quand on accepte, quand on traverse, il y a toujours quelque chose de positif, il y a toujours un cadeau derrière. Le tout, c'est d'accepter de traverser la douleur. Et je me souviens que je m'étais adressée à ma conviction à Marie le lendemain en reprenant le chemin en me disant mais pourquoi ça m'est arrivé? Je ne comprends pas le sens en fait de ce qui vient de se passer. Et j'arrive donc le matin dans mon rituel du petit-déj vers 8h30 du matin dans une petite boulangerie en Espagne. C'est des boulangeries qui vendent tout et n'importe quoi, donc il y avait aussi des plaques émaillées de souvenirs. Et je me souviens de voir ces deux pieds sur la plaque émaillée où il était marqué No pain, no glory. Et là, j'avais finalement, pour avoir la gloire, il faut souffrir aussi, il faut traverser finalement les épreuves, ça amène aussi cette transcendance. Donc une série d'épreuves, de souffrances, mais aussi des grandes joies. Et des grandes joies. Et là, je pense que tu es intéressable sur des anecdotes peut-être que tu peux nous dire. Pareil, une que Thierry connaît aussi, qu'il a vécu avec moi. Je vais essayer d'en parler sans pleurer, mais c'est bien. Avec Thierry, on s'est retrouvés à Burgos, en Espagne. Alors là, on avoue, on avait pris un peu le bus. Parce qu'arriver à Burgos, en fait, on passe par un périph' et c'est pas génial. Donc, il était conseillé de prendre le bus. On monte dans ce bus. Et on en descend en arrivant à Burgos, et là on voit une petite blonde avec une coquille super sympa, on va vers elle, une québécoise, et avec elle c'est dessus le coup de foudre amical, mais incroyable. Dans l'instant, donc on décide de l'embarquer avec nous dans le gîte qu'on avait prévu ce soir-là. Et puis dans la soirée, on voit qu'elle n'est pas bien du tout, elle a la jambe qui double de volume, qui triple de volume, et on se dit même le risque c'est la phlébite. On avait très peur pour elle, on se demandait vraiment où ça allait aller. Et moi, comme chaque jour, en fait, chaque matin, quand je redémarrais le chemin, chaque jour, mon mental me disait bon allez, c'est bon, maintenant tu as assez dépensé d'argent, tu as assez abandonné ton chat, donc maintenant tu rentres, c'est raisonnable, tu vas rentrer en France. Donc chaque jour, je luttais et je négociais avec mon mental. Et là, ce matin-là, il s'avère qu'il gagne, parce qu'à Burgos, c'est la dernière fois où on peut reprendre un train pour rentrer en France. Donc du coup, il met le paquet, et puis au réveil, à Burgos, je me dis allez, ok, c'est bon, j'arrête, je fais mes valises et je rentre. Et donc, dans cette conviction-là, j'arrive dans la salle du petit déjeuner, et à ce moment-là, Nathalie arrive, elle me tombe dans les bras en larmes, et elle me fait voir sa jambe, et elle ne peut plus marcher, elle ne peut plus continuer son chemin. Et là, dans cet instant-là, je me dis, mais moi, j'ai pas le droit. Mon corps est ok, j'ai pas le droit de lui faire ça. Et donc, du coup, pour elle, j'ai continué le chemin. Et Thierry en est témoin, on a fait 3 km, il était 5h du matin. On arrive, une petite chapelle était éclairée. On est rentré dans cette petite chapelle. Une dame nous attendait, une petite dame espagnole. Elle m'a remis une médaille de Marie, comme on remet une médaille à un champion olympique. Et elle m'a fait une bénédiction en espagnol. Je ne parle pas un mot d'espagnol, mais je peux vous dire que j'ai compris tout ce qu'elle me disait. C'était comme si le chemin, finalement, me félicitait, m'encourageait à continuer. Excusez-moi. Alors après, il y a des moments très drôles aussi, comme celui-ci. Mes deux grands-pères, Federico l'italien, Gérard l'irlandais, on était comme des frères et sœurs, comme des petits-enfants ensemble en fait, c'était incroyable. Et ce jour-là, 45 degrés, la sortie de la meseta, c'était très dur. Et pour se donner du courage, on a passé toute une journée à rêver de sorbet. Et on a passé la journée à imaginer des goûts, des couleurs, et on pensait qu'à ça, c'était incroyable.
Et presque arrivé à notre point d'arrivée dans notre gîte, on arrive, il y avait une maison, puis un petit peu plus loin une fontaine, donc on part en courant vers cette fontaine, comme les enfants, on s'arrose, on joue, et là d'un coup, on entend une voix en espagnol qui nous appelle, et cette dame descend chez elle avec nos fameux sorbets, dans le bonheur et plein de goût. Et donc on en a rigolé, on s'est dit finalement on va tout demander au chemin, parce qu'il donc ça c'est aussi le grand moment du chemin. Et c'est ça en permanence, il n'y a pas un jour où vous ne vivez pas une aventure extraordinaire comme ça, c'est des cadeaux de tous les jours, parce que si vous acceptez de souffrir, vous acceptez d'avoir mal, mais dans le bon sens du terme en fait. Il y a quand même un respect de soi, il ne faut pas croire qu'on va chercher gratuitement la souffrance, mais dans le fait d'avancer, de cheminer, de continuer, d'être tenace dans les choses, on transcende et on obtient des cadeaux extraordinaires. Il y a aussi quand même un but, c'est d'arriver à la fin, mourir à Saint-Jacques, Santiago. Comment tu produis ça, cette arrivée? Donc là, en fait, moi qui étais partie fâchée avec les hommes, finalement, petit à petit, sur mon chemin, Thierry a été le premier, mais il faut que j'ai pas été facile avec toi. Toi, tu as su j'ai quand même laissé mon bâton de marche quand même à l'escar. Il a eu du courage avec moi. Et puis petit à petit, au fur et à mesure des kilomètres, je me suis greffée comme ça à des groupes. Et c'était systématiquement des hommes qui me rejoignaient. Donc à la fin, j'avais sept belles âmes avec moi qui cheminaient avec moi vers Santiago. Et là, en fait, c'est là où tout devient une fête. Les 100 derniers kilomètres, à partir de Sarria, beaucoup de pèlerins vous diront « Oh là là, c'est abominable parce qu'il y a des étudiants, il y a du bruit, c'est pas l'esprit pèlerin. » Pour moi, ça a été les plus beaux moments du chemin parce que c'est une fête. Vous voyez tous ces gens converger vers Santiago et là, vous arrivez sans les mêmes... presque irréel en fait. On arrive à Santiago, c'est les cornemuses galiciennes qui vous accueillent, il y a un bruit incroyable et puis d'un coup, au détour d'un petit tunnel, vous êtes à cette magnifique cathédrale à Saint-Jacques et c'est juste incroyable. Mais c'est pas encore la fin du chemin. C'est vraiment pas la fin du chemin. Vraiment après on poursuit et on va jusqu'à ce qu'on appelle Finistère, donc la fin de l'Alsace. Le Finistère espagnol, Fisterra. Et c'est là où, en fait, il y a une légende qui dit à Finistère, c'est là où on dépose tout, c'est là où tout meurt, et ensuite on va à Murcia, c'est là où tout renaît. Et vraiment, cette arrivée à Finistère, c'est là où on finit notre chemin. C'est vraiment kilomètre zéro, c'est là où vous déposez tout. C'est vraiment un grand, grand moment, et ensuite, vous cheminez jusqu'à Murcia, où là, c'est vraiment une renaissance, c'est une fête, c'est magique. C'est vraiment quelque chose de fabuleux. Là se ferme la parenthèse de vie, condensée de vie incroyable que tu nous racontes. Qu'est-ce que tu tires comme leçon, comme grand apprentissage de cette parenthèse qui après se continuera, il y a un avant et un après. Et c'est aussi demander quelle est pour faire le lien avec la journée, quelle est la femme que tu es devenue en fait, à l'occasion de ce chemin. Voilà. Déjà, je pense que ça se voit, on est profondément transformé, on va vraiment vers soi. Je pense que là, je me suis prouvé qui j'étais aussi, j'ai réussi à transcender tout ça, et là, on va vraiment en confiance vers ce que notre cœur nous dit, en fait, et ce qui déclenche chez nous. Cette volonté de s'écouter en fait, d'aller vers soi et de laisser tomber les peurs, en fait, de vraiment laisser tomber les peurs au maximum et d'oser avancer même si c'est vide, même si donc c'est vraiment ça crée une foi qui devient vraiment magnifique. Depuis les petits on va jouer au jeu cette différence. Qu'est-ce que tu vois comme c'est méconnaissable en fait. La même personne, c'est plus du tout la même personne et c'est vraiment ça en fait que j'avais envie de vous faire passer, c'est ça, c'est cette transformation, c'est cette métamorphose qui est possible sur le chemin et de devenir soi en fait, de devenir soi, et c'est une telle transformation intérieure que ça se voit même à l'extérieur en fait, c'est vraiment ça qui est fou, c'est
temps, quand je suis partie, oui, je subissais, quoi. J'avais toute la misère du monde sur les épaules. Et là, en arrivant à Santiago, on se redresse et on garde droit devant et on avance. Donc là, c'est tout le récit de ton aventure, l'avant, le présent et un après. Là, il y a un retour. Oui, il y a le retour. Alors, le retour au départ est compliqué. Pour moi, ça a mis plusieurs mois, vraiment, d'accepter de rentrer, parce que là, c'est abyssal aussi, hein, de revenir dans une vie qu'on connaît, hein, mais qui ne nous appartient plus. J'ai mis 4 jours à être capable de dormir dans mon propre lit. Je continuais à garder mon backpack et mon sac à viande. En fait, c'était pas possible. Ma maison, c'était devenu ça. Et en fait, j'avais l'impression d'être dans la maison de quelqu'un d'autre. Donc, pareil, retrouver ses proches avec tout ce changement intérieur, c'est pas simple non plus. Donc, ça met plusieurs mois. Et puis, finalement, cette richesse aussi de ce qu'on a appris sur le chemin. Et moi, dès le départ, en fait, il y avait ce besoin de transmission. Il fallait que je raconte ce qui s'était passé. Il fallait que je témoigne aux gens de ce qui était possible de vivre sur ce chemin. Donc déjà en rentrant, ce qui avait d'évidence, et je ne retournais pas dans le mental, ça c'était une évidence. J'avais mon métier d'hypnothérapeute, donc déjà j'avais cette volonté de me lancer exclusivement dans la thérapie. Et donc très vite, j'avais déjà ressenti tous les bienfaits de la marche, du mouvement. Donc j'ai créé ce que j'ai appelé la thérapie, la thérapie du chemin. Donc c'est de mêler le conversationnel de l'hypnose et d'aller chercher en fait l'état hypnotique de la marche. Et sur des séances d'1h30, en fait, de pouvoir déjà aider les gens dans ce cheminement, dans ce mouvement de la marche. Mais ça suffisait pas. Le chemin me rappelait, donc sur le moment je me suis dit ok, le chemin me rappelle. Donc je suis allée faire le chemin au Portugal, j'ai refait des chemins où je vous ai rencontrés, mais voilà, il y avait ce chemin qui me tarabustait, de la synchronicité permanente avec des coquilles partout où j'allais, c'était le chemin. Et donc en septembre l'année dernière, ça faisait donc plus d'un an que j'étais rentrée. Un de mes voisins part faire le chemin de Saint-Jacques et j'étais un peu son soutien depuis la ville où j'habite à Pignan. Et il me rappelle pour aller le récupérer sur le chemin de Saint-Jacques. Donc avec grand plaisir, je dis allez, je te rejoins sur la Salle sur Ragout, je fais un bout de chemin toute seule pour venir à la rencontre de Thierry. Et ce jour-là, donc sur le chemin, je croise 2 messieurs avec des sourires merveilleux, qui sont Pierre-Emmanuel et François. Et on s'est rencontrés, comme par hasard, sur le chemin de Saint-Jacques. Ils avaient passé quelques jours aussi sur le chemin. Ils avaient rencontré Thierry, mon voisin. Donc imaginez, j'arrive sur le chemin, je croise deux belles personnes qui m'appellent directement par mon prénom. Donc c'est assez surprenant quand vous ne les connaissez pas. Donc j'ai compris après qu'ils avaient croisé Thierry, que c'est ça qu'ils me connaissaient. Et c'est donc en discutant avec eux qu'ils m'ont parlé de leur atelier. Et où finalement, toute la présence pour moi, en fait, grâce à cet atelier, il y avait cet amour du chemin, cette envie d'aider les femmes, surtout parce qu'en fin de compte, je m'étais aperçue aussi à travers tous les pages Facebook que je suivais, tous les sites, que finalement, celles qui, en général, rêvaient de faire le chemin et se mettaient le plus de barrières, c'était les femmes. Et donc, je me suis dit, finalement, est-ce que c'est pas ça la solution? C'est d'accompagner, en fait, ces femmes à faire leur premier pas sur le chemin, d'être là pour elles, de les accompagner. Donc, il y avait déjà ce projet qui se profilait, et à travers votre atelier, ça a été vraiment la révélation. Qu'est-ce qui te manquait? Qu'est-ce qui justifie que tu t'inscris à cette... Oui. Là, c'était vraiment, pour moi, c'était des confirmations. En fait, j'avais besoin de confirmations, parce que c'est vrai que quand on se lance dans ce genre de projet, en plus, c'est pas très fréquent, ou alors c'est des grosses agences qui ont l'air insolites. Donc c'est vrai qu'au départ, on se demande un peu, puis très sincèrement, vos proches, déjà vous leur avez fait partie
redevient sur le chemin, ils sont sur le lit, mais difficilement. Donc là, de leur dire clairement, vous laissez tomber le salariat et vous partez dans l'entrepreneuriat à emmener des nanas sur le chemin de Saint-Jacques, alors ils en ont ras-le-bol de nous en entendre parler. Donc ça, le soutien n'était pas terrible. Et donc à travers l'atelier que j'ai fait avec vous, ça a été ça aussi. Ça a été cette écoute, l'accueil de ce projet. Ça a été aussi d'aller chercher au plus profond de moi-même, en fait, mon histoire, mes ressources, et de finalement, à un moment où vous avez un projet, vous avez votre centre, et en fait, tout vient se conjuguer, tout prend un vrai sens. Et pour vous, ça devient une évidence, et ça trace une autoroute devant vous, et c'est vraiment un accélérateur de processus. Parce que là, ça fait tellement sens pour vous qu'après, tout s'ouvre. La sortie, ça faisait 1 an et demi que je cherchais justement quel diplôme passer pour pouvoir accompagner les femmes. Je ne trouvais rien. J'étais partie dans les fédérations, dans l'école. À chaque fois, c'était échec, il n'y avait rien. Ou alors, on proposait carrément le diplôme d'AMN. J'étais complètement démesurée pour ce que je voulais faire. Et 2 jours après le stage, j'appelle une dame qui fait des accompagnements sur le chemin et elle me parle d'un diplôme dont on ne m'avait jamais parlé. Je regarde sur Internet et 3 mois après, une session démarrait à 30 km de chez moi. Vous voyez, c'est comme si finalement, à un moment, en fait, tout s'aligne. Quand vous êtes mis à bout à votre projet qui fait vraiment sens pour vous, c'est un accélérateur. Et il est possible parce que justement, vous avez cette capacité à nous guider en fait, sur notre chemin. Tu peux dire un peu en 2 mots en quoi consiste cette session? Oui, alors c'est un atelier qui est, vous voyez, avec plein de photos là qui représentent, donc là c'est Albine qui est en train de faire un dessin. On travaille beaucoup sur l'inconscient, c'est-à-dire on va essayer de contacter à travers le rêve éveillé une part de soi qu'on ne voit pas d'habitude et qu'on va projeter sur un dessin et qu'on va ensuite décrypter, sachant que là, Albine fait son dessin les yeux fermés. Voilà, heureusement que je vais être accompagnatrice de randonnée et pas artiste. Donc là, oui, c'est avec les yeux fermés. Voilà. Donc on a toujours une part de travailler sur son être profond à travers l'inconscient, puisqu'en fait l'inconscient a plein de choses positives à nous dire. On est très marqué par Freud qui nous dit que l'inconscient c'est le lieu des frustrations. Heureusement, il y a un autre qui s'appelle Jung qui dit que l'inconscient c'est un lieu aussi où il y a des choses merveilleuses à décrypter. Donc vous voyez, on va travailler dans cet atelier sur l'inconscient. Une autre photo montre que c'est un atelier intergénérationnel. C'est-à-dire qu'on va croiser des regards avec des prismes différents. Vous voyez, on avait Arthur, 25 ans, et on avait notre compère de 80 ans. Lui venait chercher un projet d'études, et cette dame qui s'appelle Gépi, elle cherchait un projet de comment finir ma vie, est-ce que je suis à côté de mes petits-enfants, est-ce que je suis sur la côte basque. Voilà. Donc en fait, on va croiser des regards de personnes qui ont des âges très différents. Donc ça, c'est la force du collectif. Un temps qui est très de ressources à l'écart, c'est pour ça qu'on choisit des abbayes. Donc là, c'est l'abbaye qui se trouve aux côtés de Bayonne, à Urte, et puis cet été, on en fera une dans une abbaye du Tarn, à Rancalcat. Pourquoi l'abbaye? Ce n'est pas forcément pour confesser la foi chrétienne, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne viennent pas dans cette session, qui viennent dans cette session sans connaître le Christ, mais c'est plutôt l'idée qu'un monastère, c'est un lieu où on contacte l'essentiel. Les moines, les moyens qui sont là vouent leur vie à quelque chose de très profond et ils communiquent ça aussi dans l'atmosphère, dans les chants, dans les lieux. Et donc ça nous aide nous aussi à nous ancrer pour aller voir finalement qu'est-ce qui est profond, qu'est-ce qui est du ressort vraiment de notre intériorité. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de travail d'écriture, toujours dans le recueillement avec la bougie qui symbolise aussi cette intériorité. Et puis il y a la symbolique qui est très dans le développement, vous la connaissez, de l'arbre, c'est-à-dire qui je suis, mes racines, quels sont finalement mes grands moments de vie qui m'ont construit, et puis quels fruits je veux porter pour le monde. Donc en fait, c'est 5 jours en immersion dans la nature pour essayer de construire un projet ajusté à soi-même ou répondre à une question existentielle, en quelques mots. Avec le silence, c'est aussi des grands points communs avec le chemin, c'est aussi ces moments, ces temps de silence qu'on s'accorde et à travers le silence est riche d'apprentissage en fait, que ce soit sur le chemin comme dans nos ateliers, on
se nourrit, on s'enrichit du silence qu'on peut y trouver. Ça, c'est important aussi. Donc, voilà, ton chemin passe là, et il continue évidemment, parce que la vie se poursuit. Où est-ce que tu en es maintenant, et quelle est ton actualité, l'engagement que tu tout prend forme, hein, parce que voilà, vous l'avez vu, il y avait cette idée d'accompagnement, mais aussi de continuer à en parler, en fait, donc à travers des conférences que je propose. Donc là, tout est en route, tout est en chemin. Je suis en train de passer donc, mon diplôme d'accompagnatrice, le site internet est lancé, donc les accompagnements vont démarrer à partir du mois de septembre. Il y a déjà pas mal de conférences qui sont données, donc voilà, ça y est, l'émulsion est donnée, il y a encore plein d'idées, des idées d'ateliers, enfin d'essayer de faire des choses très ludiques. Également, il y a ces temps, voilà, il y a le côté, je vais dire, entreprise de l'accompagnement, mais également des temps, en fait, je suis là pour parler aussi avec des associations qui viennent en aide aux femmes atteintes de maladies de cancer, voilà, des choses comme ça, de les accompagner aussi là dans des temps bénévoles, en fait. Et ça, pour moi, c'est important aussi qu'il y ait cette double dimension. Donc plein de beaux projets et voilà, surtout ce projet merveilleux d'accompagnement des femmes. Donc c'était important aussi pour moi ce jour du 8 mars, parce qu'il y a vraiment cette volonté. Alors, messieurs, ne m'en voulez pas, je ne suis plus en colère contre vous, mais c'est vrai qu'en général, celles qui se mettent le plus de freins dans la confiance en elles, dans le fait d'être en sécurité, ce sont les femmes. Donc c'est elles que j'ai à cœur d'accompagner dans ce démarrage. Mais j'espère un jour ouvrir aussi aux hommes pour pouvoir cheminer avec eux aussi. Mais voilà, pour l'instant, en tout cas, ça s'adresse aux femmes, donc de 7 jours à 8 jours, parce que vraiment le but, c'est ça, c'est vraiment de faire les premiers pas, mais de donner envie, de donner l'impulsion à ce qu'elles le poursuivent seules. Donc là, j'ai justement une des élèves de l'atelier que je vais accompagner, qui est diabétique, et que je vais accompagner 3 jours sur le Camino del Norte, et elle va continuer après toute seule, en fait. Donc voilà, ça c'est le grand projet qui est en route. Donc on pourra prendre toutes ces coordonnées. N'hésitez pas. Peut-être une dernière question, si c'était à refaire, ce parcours. Je rentrerai à pied. Je ferai exactement la même chose. Et là aussi, c'est pareil, ça donne un sens aussi à cette épreuve qui a eu lieu pendant cette rupture conventionnelle. Je dis vraiment, ça a été pour moi très, très dur et très violent à vivre, mais une fois de plus, on peut tirer du positif, même de moments très durs. Et c'est ce qu'on appelle la résilience. Et vraiment, je pense que c'est surtout ça qu'il faut amener, c'est cette résilience. Se dire que finalement, on peut tirer du positif de toute expérience. Les garçons connaissent mon âme, aussi connaissent un petit peu ce qui s'est passé au niveau des racines, et aujourd'hui d'accompagner les femmes sur le chemin, ça donne un sens aussi de résilience, parce que j'ai pu vivre aussi par le passé. Donc voilà, c'est vraiment ça, c'est aller chercher finalement tout ce que vous avez vécu dans vos racines, de positif comme de négatif, et faites-en de la lumière, faites-en de l'amour, parce que tout est bon, en fait. Tout est bon, tout est juste. Alors, il me tenait à cœur quand même qu'il y ait un vrai échange avec la salle. Moi, j'ai posé mes questions simples et un peu bêtes, mais vous, c'est le moment de poser vos questions, celles qui vous passent par la tête. Il ne faut pas hésiter à questionner Aline, qui est là pour nous répondre. C'est souvent la première question. Vous avez donc vécu un changement. C'est pour un peu compléter la dernière de vos questions, mais vous seriez prêt à refaire un changement?
vous avez l'air d'être parti pour un projet extraordinaire et vous souhaitez continuer, mais si jamais vous devez rechanger, quelles seraient vos étapes et quels seraient peut-être pas le même chemin ou vous avez envisagé que autre chose? Oui, parce que c'est ça aussi, en fait, on a envie de certitude. Moi, je me lance dans ce projet aujourd'hui, c'est ce qui donne un sens à la vie, mais je suis absolument pas certaine de ce qui va aboutir, en fait, derrière ça. Mais c'est déjà un cheminement. Et en fait, peut-être que ça ne fonctionnera pas, mais ça m'amènera à autre chose de positif. Et c'est de continuer à croire au chemin, en fait. Et pour moi, le chemin, il a commencé quand j'ai été licenciée et qu'il est venu me chercher, et il continue, en fait. Donc aujourd'hui, même si je ne vous cache pas qu'il y a des moments où j'ai la trouille, il y a des moments où je me dis, mais qu'est-ce que je fais? Je pars dans un mur. Mais c'est cette confiance, en fait, comme je l'ai vécu sur le chemin, de dire tout est juste. Donc j'avance et aujourd'hui il y a ce projet et peut-être que demain ça va m'amener à encore autre chose. Et c'est, voilà, je suis le chemin. Je suis mes balises et je suis le chemin. Des questions? Alors moi j'ai pas très bien compris, du coup concrètement l'accompagnement ça consiste en quoi? Alors, donc, du coup, les accompagnements que je propose, c'est vraiment déjà de sécuriser finalement toute l'organisation. Ça, donc, je m'occupe de prévoir les gîtes. Pour l'instant, les premiers accompagnements que je propose sont dans ma région sur des chemins que je connais très bien, que j'ai identifiés. Mais vous voyez, comme quoi le premier que je fais, finalement, je pars sur le Camino del Norte que je n'ai jamais fait. Donc c'est déjà d'aller repérer tous les tracés, vraiment bien avoir toutes mes traces, prévoir les gîtes, prévoir les couchages, le nombre de kilomètres. C'est également savoir qui j'accompagne. Donc il y a aussi toute cette mise en contact avec les questionnaires, avec les attentes aussi de chacun, les capacités de chacun, l'histoire de chacun. Il y a mettre en commun aussi, donc est-ce que c'est des gens qui veulent faire le chemin seul avec moi, est-ce que c'est des gens qui veulent fonctionner en groupe, donc créer le groupe. Et ensuite c'est vraiment d'aller vivre le chemin comme j'ai pu le vivre, c'est-à-dire vraiment en tant que pèlerin. Donc il y a parfois des gens qui souhaiteraient ne pas porter leur sac ou des choses comme ça. Moi je les aide à avoir un style le plus léger possible. Donc s'il y a vraiment souci, on peut faire appel. Mais c'est vraiment de vivre le chemin comme il est, avec son sac, dormir dans les gîtes collectifs. Donc c'est de passer comme ça une semaine vraiment de vie ma vie de pèlerin à proprement parler. Donc vous marchez ensemble? Et on marche ensemble. Voilà. On ne marche pas les personnes et en fait on fait le chemin ensemble. Et c'est aussi pour ça que je fais des petits groupes de maximum 6 personnes. C'est pour pouvoir aussi être dans les gîtes et qu'il y ait d'autres pèlerins. Pour vraiment que les personnes aussi vivent cette magie du chemin. La transformation passe aussi par les rencontres qu'on peut faire sur le chemin. Donc vraiment pendant une semaine, on part sur le chemin comme des pèlerins qui se seraient rencontrés sur le chemin. Et du coup, faites le travail de thérapie aussi. Voilà. Est-ce que c'est inclus dans les accompagnements ou Alors, disons que si c'est un accompagnement individuel, là, il y aura vraiment tout cet aspect de suivi. Ensuite, quand c'est les groupes, finalement, ce travail de thérapie se fait à travers le groupe. Il n'y a pas de hasard aux rencontres et donc les groupes se forment toujours, si c'est aussi en le binôme, et que finalement, cette thérapie se fasse aussi à travers les partenaires de marche. Donc, je ne me permets pas d'entrer vraiment en thérapie dans les groupes pour ne pas avoir trop de temps avec l'autre. Il y a quand même l'aspect sécurité aussi à assurer. Donc vraiment, je suis sur un accompagnement vraiment de marche pure quand ce sont les groupes. Mais après, c'est aussi une prise de contact avec les personnes qui viennent avec moi sur le chemin. Et au besoin, on peut continuer après à cheminer ensemble à travers l'hypnose, à travers la thérapie par la marche. Enfin, il peut y avoir un suivi comme ça aussi. Donc c'est vraiment un petit peu à la demande aussi, suivant pour des personnes, par exemple, Nina m'a posé la question, elle est en plein deuil, et donc c'est sûr que là c'est quelqu'un
à qui je vais vraiment proposer le chemin individuel, parce que là, il y aura un vrai travail, il y a des choses qui vont sortir, et elle est peut-être pas prête à le partager. Quelle est la distance quotidienne que vous effectuez? Alors, en France, j'étais un peu limitée, parce que sur la voie d'Arles, tout dépend un petit peu des gîtes. Donc, en France, c'était entre 15 et 25 km à peu près par jour. En Espagne, on a la chance qu'il y ait des gîtes un peu partout. J'étais très en forme malgré la chaleur, et là j'étais entre 35 et 40 km par jour en Espagne. Mais c'est faisable parce que là c'est pareil, en fait, on prend le temps. Je me levais à 4 h du matin, je partais à 4 h 30. Là où chez nous, mais tranquillement, à 5 minutes. Mais vous pouvez vraiment faire du sport, même si on se sent que de faire 1 km par jour, on peut aussi faire